ce soit un motif de consultation très fréquent, elle ne bénéficie pas d'une couverture dans le cadre de la FMC, donc merci beaucoup pour le choix. Alors tout d'abord, comme j'ai dit, c'est un motif fréquent de consultation en rhumatologie, parce que là je désigne uniquement la contracture des muscles striés de l'appareil locomoteur. Bien sûr, je n'ai aucune connaissance médicale des autres contractures, du muscle lisse ou autre. Mais pour le muscle squelettique, c'est pourquoi je vous expose à travers ces 20 minutes sur cette problématique, c'est parce que c'est un motif fréquent de consultation et puis c'est source de handicap et parfois de retentissement sur la qualité de vie et de coûts médico-économiques élevés. Tout d'abord, c'est quoi la contracture? C'est une contraction involontaire, prolongée, douloureuse. Donc, pour la différence entre la contraction qui est un phénomène physiologique et la contracture qui est un phénomène pathologique, c'est qu'il s'agit d'une contraction involontaire, parce que ça ne dépend pas de la volonté de la personne, et surtout qu'elle est prolongée, donc induisant une douleur, généralement une douleur nociceptive. Et il faut savoir que cette contracture, tout comme la douleur, ne peut pas être toujours vue comme étant péjorative, parce que c'est grâce à ces phénomènes-là, de ce genre de réflexe, de sixième ou septième sens que le corps humain a développé ou que la bonté divine a inculqué au niveau de notre corps, qu'on arrive à échapper à un certain nombre de dangers dans la vie quotidienne, certains dangers qui sont mineurs et d'autres qui sont potentiellement destructeurs. Donc grâce à cette contracture, le segment osseux qui est malade, le segment ostéo-articulaire qui est malade, est immobilisé. Et grâce à cette immobilisation, il est mis dans un état de repos forcé afin d'accélérer le processus de cicatrisation ou de guérison. Donc il ne faut pas voir la contracture aiguë récente comme étant quelque chose de péjoratif, mais comme étant quelque chose de réparateur, de protecteur contre l'aggravation, parce que s'il n'y avait pas de contracture et de douleur, le segment malade va bouger encore davantage et va être exposé à une aggravation des lésions, qu'elles soient osseuses, ligamentaires, articulaires, etc. Mais quand est-ce qu'elle devient pathologique? C'est quand elle traîne ou qu'elle entraîne une douleur importante. Quand la douleur est importante, elle est difficile à surmonter, difficile à vivre, et donc on doit l'alléger, même si on ne va pas l'annuler complètement. Et quand est-ce qu'elle devient franchement pathologique? C'est quand ça perdure et que ça entraîne un retentissement sur la vie professionnelle, sociale, familiale, conjugale, sportive, etc. Voici les 3 sites les plus fréquemment incriminés dans la contracture musculaire. Vous avez surtout le rachis, le bipolaire, c'est-à-dire le rachis haut, le cervical, et le rachis bas, le lombaire. Et enfin, vous avez la contracture des muscles périphériques des membres inférieurs, surtout le mollet et le quadriceps. Je vais un à un évoquer les principales contractures musculaires qu'on rencontre en consultation de rhumatologie ou de médecine générale. Tout d'abord, bien sûr, le fameux lumbago, ou la lombalgie aiguë. Le lumbago, en fait, c'est une douleur et une contracture au niveau de la région lombaire, c'est-à-dire en dessous des dernières côtes flottantes et en dessus des fesses, en dessus des ailes iliaques. Et toute cette région-là peut être le siège d'une douleur et d'une contracture musculaire des muscles paravertébraux. Généralement, elle témoigne d'une souffrance des constituants des vertèbres, à savoir l'os ou bien le disque intervertébral, sinon parfois les ligaments intervertébraux. C'est un motif très fréquent de consultation, c'est une douleur accompagnée d'une contracture qu'on peut objectiver soit à la palpation, soit carrément à l'inspection, cette contracture peut siéger soit sur les deux côtés du rachis lombaire, de la région lombaire, ou bien sur un seul côté. Et surtout, elle peut être spectaculairement élevée et intense, obligeant le patient à se mettre en position allongée. C'est-à-dire, ça peut être vraiment très bruyant comme symptôme, mais être trop bruyant ne signifie pas forcément être méchant. Et les patients peuvent consulter angoissés, pensant qu'il y a quelque chose de très grave, qu'il y a le message typique, c'est « elle a déchiré à l'intérieur de mon corps ». Donc il faut quand même les rassurer et leur dire que c'est un symptôme très fréquent, aussi banal qu'une rage dentaire par exemple. Quelle est la prévalence de la lombalgie aiguë ou lumbago? En fait, c'est excessivement fréquent, c'est de l'ordre de plus de 50% des adultes qui expérimentent ou ont déjà expérimenté un symptôme lombalgique aigu. Là, vous avez une prévalence en fonction des pays, au niveau des pays africains. Vous avez un seul pays d'Afrique du Nord qui est la Tunisie, et tout le reste
c'est de l'Afrique subsaharienne, mais quelle que soit l'étude de prévalence, ça témoigne d'une fréquence très élevée, supérieure à 40%. Il y a plusieurs facteurs de risque au lumbago, mais pas nécessairement ce à quoi on pense. Là, généralement, quand on dit lumbago, on pense à un effort assez important de soulèvement ou une activité sportive intensive. Certes, il est admis qu'il s'agit de facteurs prédisposants, de facteurs de risque, mais les études de facteurs de risque à grande échelle ont démontré surtout deux éléments principaux inducteurs de lumbago qui sont la sédentarité et le stress. La sédentarité parce qu'elle entraîne une diminution de la force et du tonus musculaire des muscles dorsaux et des muscles aussi dorsolombaires et abdominaux. Et quand on a un muscle faible, il est plus sujet aux situations pathologiques. Et le second facteur de risque qui est encore plus important, c'est le stress, puisque toutes les études s'accordent sur le fait que les lumbagos surviennent beaucoup plus souvent chez les gens qui ont des scores de stress élevés que chez les gens qui ont des scores de stress relativement bas. Après, vous avez les autres facteurs de risque, tels que le métier pénible, la station debout prolongée, la station assise prolongée, le matelas qui n'est pas convenable, etc. Vous recevez certainement assez souvent des lombalgies chroniques ou plus souvent aiguës, accompagnées d'une contracture musculaire. Et une des questions qui se pose, c'est soit au cours du raisonnement en diagnostic ou bien que le patient lui-même pose, c'est est-ce que je dois faire une radio, un scanner ou autre chose pour être sûr du diagnostic. Alors, il est inutile de demander des examens d'imagerie, y compris la radiographie standard, quand on a un lumbago. Le lumbago, par définition, doit être de courte durée, inférieure à 10 jours. Et au cours de ces premiers jours, il est inutile de pousser les investigations afin de détecter la cause exacte. Parce que même si vous demandez toutes les imageries disponibles, dans 70% des cas, elles seront normales. Le lumbago est un dérangement généralement du muscle paravertébral et des structures molles telles que les ligaments, etc. Et tout ça n'est pas très bien visualisable à l'IRM et au scanner. Donc il est inutile de demander des examens complémentaires. Et le plus important, c'est de rassurer le patient puis le traiter. Seuls les cas chroniques qui évoluent depuis plusieurs semaines doivent entraîner une batterie d'investigation afin de détecter l'étiologie. Alors, le diagnostic est purement clinique, donc comme je l'ai dit, une douleur mécanique au niveau de la région lombaire, et souvent la notion d'un facteur déclencheur, un stress important, un métier prédisposant, une station assise prolongée, etc. Et dans l'immense majorité des cas, le patient rapporte des épisodes similaires datant de quelques mois ou quelques années. Si vous avez tous ce syndrome-là, et que l'examen clinique est propre, l'examen neurologique des membres inférieurs est normal, il est inutile de demander le moindre examen complémentaire et donc il faut passer directement au traitement. Le traitement repose sur 3 principales classes thérapeutiques. Comme vous avez sur les recommandations de la HAS, vous avez les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les antalgiques tels que le paracétamol et la codéine et les décontracturants musculaires. Vous pouvez utiliser ces 3 molécules soit en monothérapie, soit le plus souvent en association. Et il m'arrive très souvent d'associer les 3 classes thérapeutiques entre elles. Par exemple, au sein de la même ordonnance, j'associe un antalgique, un AINS avec le décontracturant musculaire. Et ce que j'ai remarqué, c'est que jusqu'à présent, il y a beaucoup de mes confrères qui prescrivent d'autres molécules en dehors de tout ça, à savoir des corticoïdes de courte durée, le Solumédrol, le Soluprète, d'autres qui prescrivent en première intention des antalgiques forts tels que la prégabaline ou l'amitriptyline, etc., etc. Il n'y a pas d'indication à ces molécules en première intention. Donc en première intention, seul un repos relatif et une ou plusieurs de ces 3 classes thérapeutiques qui sont justifiées en prescription de première intention. Un autre élément, regardez en bas, le repos au lit, qui n'est pas obligatoire, bien au contraire, il est à déconseiller le repos absolu. Chez ce genre de personnes, il est conseillé de recourir à un repos relatif, c'est-à-dire éviter le sport, prescrire un arrêt de travail peut-être si le métier est pénible, mais jamais un repos direct au lit pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, parce que c'est néfaste au long terme et ça occasionne de l'amyotrophie supplémentaire. Vous avez ici les recommandations françaises de traitement du lumbago, et vous voyez qu'en première intention, c'est le paracétamol et les anti-inflammatoires non stéroïdiens en première intention, auxquels on peut rajouter en deuxième intention, ou si l'intensité est très élevée, des antalgiques du palier 2.
Dans l'immense majorité des lumbagos, on va passer à un état de guérison, mais dans environ 10 à 15% des cas, on peut passer au stade chronique, et là on sort complètement du lumbago et on va plonger vers une autre entité qui est la lombalgie chronique, dont le terrain et les traitements sont complètement différents. Je passe au deuxième volet, qui est la cervicalgie aiguë ou torticolis. C'est à peu près la même chose, c'est le lumbago en fait du membre supérieur. Quand vous avez un torticolis, c'est tout à fait l'équivalent d'un lumbago du membre supérieur, c'est-à-dire ça témoigne d'une souffrance d'un segment rachidien avec les muscles qui les entourent, et donc on a certainement un dérangement au niveau d'une des structures du rachis cervical, soit les vertèbres, soit le disque, soit les ligaments, soit les muscles, et ça entraîne une douleur et ça entraîne aussi une contracture, la plupart du temps unilatérale, des muscles cervicaux. Ici, par exemple, vous avez une contracture gauche avec une inclinaison assez irréductible du rachis cervical. Le torticolis, lui aussi, est un symptôme très fréquent chez l'adulte et le jeune homme, la jeune personne, et il peut être soit isolé, soit associé à l'équivalent de la sciatique, mais au niveau du membre supérieur, qu'on appelle la névralgie cervico-brachiale. Il faut savoir que devant un torticolis, la première chose, c'est de rechercher l'horaire de la douleur. Si elle est mécanique, ce qui est le cas dans 95% des cas, il ne faut pas demander d'examen complémentaire. Il faut d'emblée traiter le patient. Mais dans 5% des cas, quand on a une douleur d'horaire inflammatoire, c'est-à-dire réveillant le patient la nuit ou bien avec une longue raideur matinale, là, il faut lever le drapeau rouge et demander des explorations dans le sens du diagnostic, de l'élimination des diagnostics méchants, à savoir les infections et les néoplasies. Quels sont les facteurs de risque de survenue du torticolis? Là, par contre, le contexte est un petit peu différent. Ce n'est pas des zones porteuses du corps. Et donc, la plupart du temps, s'il s'agit d'un vice au niveau de la posture qu'adopte la personne, soit pendant le jour ou pendant la nuit. Le vice principal que nous faisons pendant le jour et qui peut induire des crises de torticolis, c'est l'attitude en flexion prolongée du rachis cervical. Quand on est devant le bureau, quand on est devant le téléphone, quand on regarde la télé, on met un oreiller, non pas sur tout le dos, mais uniquement sur la tête. Et cette position de flexion prolongée du rachis cervical va à la longue entraîner une augmentation terrible de la pression au niveau des disques intervertébraux et induire des torticolis. La deuxième cause principale, c'est pendant la nuit, c'est le mauvais choix de l'oreiller, c'est le mauvais choix aussi parfois du matelas. Donc un oreiller trop petit ou trop élevé peut induire une inclinaison pendant 7 ou 8 heures de rachis, une inclinaison latérale par exemple, et ça c'est pas du tout physiologique, et à la longue, nuit après nuit, ça peut induire des dérangements et des contractures réflexes. Mais jusqu'à présent, la physiopathe propre n'est pas complètement bien élucidée. On ne sait pas réellement si le torticolis est essentiellement d'origine musculaire ou si le muscle ne témoigne que de la souffrance d'une autre structure et qu'il est l'esclave d'un ligament ou bien d'un disque intervertébral. Jusqu'à présent, on n'arrive pas très bien à cerner la chose. Mais il faut faire attention ici, dans le torticolis, il y a certaines formes cliniques qui sont totalement différentes du torticolis commun de l'adulte, et donc qui requiert une attention particulière et une consultation chez le spécialiste. Il y a le torticolis spasmodique, qui est ce qu'on appelle le torticolis neurologique, et là, il est récidivant, il va crescendo vers une aggravation et une altération sur le plan esthétique et sur le plan fonctionnel, et qui nécessite une exploration en neurologie à la recherche d'un processus intracérébral ou intracervical. Il y a aussi une entité spécifique de l'enfant. Le torticolis banal n'est pas fréquent chez l'enfant, mais le torticolis chez l'enfant, quand il survient, il nécessite une consultation spécialisée parce qu'il peut témoigner d'un processus soit infectieux, tumoral ou congénital au niveau de la sphère ORL. Est-ce qu'il faut demander des examens complémentaires? Là aussi, la réponse est clairement non. Devant le torticolis qui dure que depuis quelques jours, il est totalement inutile de demander une imagerie, et on voit un engouement énorme vers l'IRM ces dernières décennies, alors que c'est des prescriptions pour la plupart injustifiées. Une IRM normale, ça va frustrer le malade, il va vous dire l'IRM est normale, et donc qu'est-ce qu'on va demander comme examen? J'ai besoin de connaître les diagnostics. Et si l'IRM est pathologique, elle peut révéler quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le torticolis, un petit débord discal par exemple, ou
une fusion congénitale vertébrale qui n'a absolument rien à voir avec le torticolis et qui va induire le patient dans un circuit de soins alors qu'en fait c'était une autre cause qui était à l'origine de son torticolis. Le traitement est quasiment identique à celui du lumbago, donc on a recours à des molécules pharmacologiques, surtout les 3 classes que j'ai citées pour le rachis lombaire, à savoir les anti-inflammatoires non stéroïdiens, le paracétamol et les myorelaxants. Là aussi, très souvent, je recours à une association de 2 ou 3 thérapeutiques en espérant un effet synergique, multimodal. On peut aussi rajouter des traitements locaux, particulièrement la prescription d'AINS locaux pour le pouvoir massant et chauffant des applications et des massages. Et il faut surtout faire une petite enquête étiologique et rechercher à peu près la cause. Si c'est le téléphone prolongé en position antéfléchie du rachis cervical, il faut essayer de la bannir. Si c'est un oreiller qui est très mal fait et tout, il faut acheter un oreiller orthopédique plus adapté, etc. Donc il faut toujours régler l'origine du problème quand c'est possible, bien sûr. Alors vous avez vu que les 3 principales thérapeutiques qu'on emploie dans les lumbago et torticolis, c'est les AINS, les antalgiques et les myorelaxants. Les AINS et les antalgiques, je vous apprends absolument rien parce que vous êtes très compétent et vous les prescrivez tous les jours. Par contre, les myorelaxants, le marché des myorelaxants a connu un changement assez profond ces 15 dernières années, puisqu'il y a eu des molécules qui ont disparu de la circulation et d'autres qui ont été mises sur le marché et qui dominent actuellement le marché mondial. Il y a plus de 20 molécules réputées myorelaxantes sur le marché mondial, mais j'ai cité uniquement en deuxième ligne les molécules disponibles en Algérie. Et ce sont des molécules qui ont l'intérêt par rapport aux psychotropes de ne pas induire ou très peu d'effets somnolents et d'effets d'accoutumance. Donc 0 effet d'accoutumance quasiment, et très peu d'effets somnolents chez 10 à 15% des patients à peu près. Donc ils sont beaucoup mieux tolérés que les myorelaxants neurotropes tels que les neuroleptiques et les antidépresseurs. Les indications principales, c'est ce qu'on a cité tout à l'heure, c'est-à-dire les lumbagos et les torticolis, mais aussi on peut les prescrire dans d'autres situations pathologiques, particulièrement les céphalées psychogènes, les céphalées de tension, et puis aussi la fibromyalgie. Vous connaissez la fibromyalgie, une maladie qui est très difficile à traiter, pour laquelle on a souvent recours à 3 ou 4 classes thérapeutiques en association. Une revue de la littérature récente de la Cochrane a révélé une tolérance parfaitement bonne par rapport aux autres classes myorelaxantes autres que les myorelaxants purs, parce que vous avez les myorelaxants purs et vous avez les myorelaxants psychotropes. Donc en termes d'efficacité, c'est assez comparable, et en termes de tolérance, les myorelaxants sont bien supérieurs. Donc en conclusion, les contractions musculaires douloureuses généralement sont un motif fréquent de consultation pour l'appareil locomoteur, donc ça peut concerner surtout le rachis, mais ça peut concerner aussi les muscles périphériques. C'est le rachis cervical et le rachis dorsal sous la forme, lombaire sous la forme d'un torticolis ou d'un lumbago qui domine le tableau. Ça concerne et le généraliste et le spécialiste. Le traitement, c'est surtout étiologique, on doit enquêter et améliorer l'ergonomie de la vie. Et après, le traitement pharmacologique est très simple et repose sur la prescription des 3 molécules que je vous ai citées. Et je vous remercie de votre attention.